2014 allait sûrement relancer ma carrière et pouvoir réaliser un de mes rêves étant petit, c'était de rouler aux États-Unis en championnat AMA Supercross 250. Pour cela, il fallait forcément que je me remette dedans. Comme j'ai dit, 2013 était une période sombre de ma vie et pour me relancer, ça n'allait pas se faire en claquant des doigts. Il y avait tout un entraînement à remettre en place. Donc on avait, c'est vrai que quand je me suis remis dedans, mon objectif c'était me préparer au mieux pour cette saison 250 Supercross. Donc je me suis remis à faire mon sport, je me suis remis à m'entraîner et les sensations sont très vite revenues, mon épaule ne me gênait pas. Ça c'était vraiment le plus gros point positif, c'était ma crainte aussi. Et puis on fait le Supercross de Gênes. Je me souviens que cette épreuve, je l'ai abordée avec une pression de fou, alors que l'année d'avant je venais de la gagner. Pourquoi, je sais pas, peut-être parce que j'avais vraiment perdu quand même confiance en moi. Et puis j'ai jamais eu autant mal au bras de ma vie. Je suis parti, j'ai tétanisé dès le premier tour. Alors je l'ai gagné cette finale. Deuxième c'était Kylian Auberson, avec qui on se battait souvent en Supercross à ce moment-là. Mais j'avais un mal de bras tellement fort qu'à l'arrivée de la manche, j'arrivais même plus à déplier mes doigts, c'était pour vous dire. Et voilà, ça voulait aussi dire que j'avais besoin encore de roulage et aussi de confiance, surtout avant de partir pour cette saison. Et donc j'ai continué de rouler. Je suis parti après au Supercross de Paris. Supercross de Paris où là je roulais, j'étais le seul pilote 250 contre les 450. Et je me souviens que c'était une manche repêchage, je me battais avec Cooper Webb. Cooper Webb, il était tout jeune, il avait 16 ans, il roulait sur un 450e. Je me suis dit, mais c'est quoi ce grand malade? Il arrivait dans les virages, il me mettait des rupteurs, il essayait de me couper en deux partout. J'ai dit, d'accord, aux États-Unis, c'est comme ça que ça va être. Et va falloir un petit peu écarter les coudes et pas se laisser faire. Fin novembre, nous voilà partis prendre l'avion pour les États-Unis, parti avec mon mécanicien de l'époque, Nénès, qui était un ami, qui est toujours un ami aujourd'hui, qui me mettait en confiance de partir avec lui, sincèrement. Et puis Stéphane Dassé m'a quand même mis dans des bonnes conditions. On avait une petite maison sympa. On avait prévu vraiment d'y aller un mois avant pour justement m'acclimater aux États-Unis, parce que c'est quand même différent. C'est pas spécial, mais c'est différent. La mentalité est vraiment différente. La Californie vit pour la moto aussi. D'ailleurs, ça m'a quand même vraiment plu. Et puis les pilotes se lèvent très tôt. Ils se lèvent vers 6 h du matin et roulent de 8 h le matin à midi. Voilà, après ils ont tout l'après-midi pour eux, parce qu'il faut savoir qu'en Californie il fait très chaud même l'hiver l'après-midi. Et le matin de 8 h à 12 h les conditions sont optimales. Donc voilà, j'arrive, premier entraînement. Plutôt en confiance, parce que quand même je m'étais un peu préparé sur les pistes françaises. J'arrive, pour vous parler de l'anecdote, c'était à Milestone, une piste assez typique aux États-Unis pour l'entraînement, parce que tout le monde y va, quoi. Enfin maintenant je crois que ça n'existe plus, mais tout le monde y allait à ce moment-là. Et je commence à y aller, sauter un peu les sauts, les whoops, et je me faisais tourner autour par des mecs que je connaissais pas. Donc je savais qu'en fait j'ai bien fait d'y avoir été avant, et je savais que ça allait être compliqué, qu'il allait falloir bosser dur avant la première épreuve à Anaheim, qui était le 3 ou 4 janvier, un truc comme ça. Ça me laissait qu'un mois. Donc c'est ce qu'on a fait, honnêtement, on a construit. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais encadré par mon entraîneur de l'époque, qui a su me mettre quand même en confiance, et on a construit vraiment nos entraînements. Et au bout de la 2-3e semaine, on s'est rendu compte qu'en fait les courses où je m'entraînais, les entraînements où je m'entraînais, ça ne suffisait pas, il fallait rouler sur des pistes plus difficiles. Et on a fait de la demande pour aller rouler sur la piste Kawasaki. C'était la piste Kawasaki, il y avait des pilotes Pro Circuit qui roulaient. Donc c'est Stéphane qui avait fait la demande. Cette demande avait été acceptée. Donc c'était à Corona, c'est là où il y a toutes les pistes, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a la piste Yamaha, il y a la piste KTM, il y a toutes les pistes en fait. C'est un endroit d'ailleurs assez dingue quand tu es pilote. Donc on arrive, piste Kawa, je me souviens, c'était à l'époque, c'était un pilote qui gagnait tout le temps, c'était Villopoto, son père qui nous ouvre la grille. Et donc il ouvre la grille, et là je vois les pilotes Kawasaki Pro Circuit au fond. Donc à l'époque c'était Davalo, c'était Cianciarulo qui était tout jeune. Il y avait Justin Hill aussi. Et j'arrive pour leur dire bonjour, ils m'ont franchement pas calculé. Mais vraiment pas calculé. À la limite, celui qui m'a le plus calculé, c'était Cianciarulo. Et les autres, je les faisais chier, quoi. Clairement, je les roulais sur leur piste. Donc
Je fais l'entraînement sur la piste Kawa et une piste qui était vraiment top à rouler. Je me suis rendu compte aussi là qu'il y avait du boulot parce que les pilotes Kawa mettaient un gaz de fou et ils m'impressionnaient même, tellement ça roulait vite. Et c'est bien, ça m'a permis de prendre conscience que si je voulais arriver un peu plus près à Naïm, qu'il fallait que je me lâche. La progression a été assez fulgurante. Il avait quand même pratiquement un mois pour se préparer avant un AM, donc c'est à la fois peu, mais beaucoup de travail en très peu de temps. Et je me suis rendu compte aussi ce jour-là qu'en fait je roulais encore avec des appréhensions sûrement de ma grosse blessure de l'épaule que j'avais eue auparavant. Donc après quelques entraînements, on reçoit un mail et en fait a priori on dérangeait le fait qu'on roule avec les pilotes Kawasaki. Et on avait toujours la possibilité de rouler sur la piste Kawa, mais il fallait rouler après eux. Et à un moment donné on arrive les pilotes Kawasaki Pro Circuit venaient de rouler. Et là je vois Davalos qui commence à arroser le terrain. Et c'était même pas l'arroser, là il l'inondait. Mais du coup la piste elle était quasiment impraticable pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Bon bref, on a continué de rouler, de s'entraîner. En fait, c'est vrai que j'ai quand même été vraiment impressionné. Tout est très pro, tout est surdimensionné en fait, j'ai envie de dire, que ce soit les camions, le parking, le stade, le terrain, tout est grand. Donc c'est vrai que j'étais impressionné puisque moi le dernier supercross que j'ai fait c'était Bercy, donc même ça reste un très gros supercross en Europe, c'est quand même relativement petit comparé à ce qu'il peut y avoir aux États-Unis. Nous voilà arrivés à la première épreuve à Anaheim. Et donc on arrive déjà, le schéma est complètement différent là-bas, c'est-à-dire qu'on arrive le matin, de midi à 12h30, on a une demi-heure pour aller voir la piste. Après on n'a plus le droit du tout d'aller voir la piste. Alors moi j'aimais bien aller faire la piste 5 fois, là c'était pas possible. Et ensuite le premier essai c'était à 13h30. Donc j'arrive sur la piste et là je suis oh là là, où c'est qu'on est là. C'était tout énorme, que ce soit les whoops, que ce soit les sauts, les enchaînements. J'étais clairement impressionné. En plus, on m'avait dit ouais, tu verras la première épreuve, généralement c'est assez cool, hein, ils font en sorte qu'il n'y a pas trop de blessés. Voilà, je me suis dit si là c'est assez cool, ça va être quoi après? Et puis je pars pour la première séance d'essai. Et en fait les hoops, la particularité c'est qu'on pouvait pas les enrouler. Donc on avait le droit de passer à côté. Et l'autre particularité c'est que tu as quelques tours pour sauter les sauts, sinon ils te mettent un drapeau noir et tu es sorti de la piste. Donc il fallait se lancer. Et franchement la première séance d'essai, une catastrophe. Je me souviens, j'ai enlevé le casque, j'étais dégoûté quoi. J'ai dit Jackie, ça va pas, je suis perdu, ça va pas du tout quoi. Et puis il me dit attends, on va aller voir les autres rouler. On va voir l'autre groupe, parce que moi j'étais dans le groupe des gens qu'en fait aux États-Unis ne connaissaient pas. Il y avait le groupe des bons. Donc on va voir le groupe des bons. Et là je les vois rentrer dans les hoops. Je suis oh là là, où c'est qu'on est là? J'ai dit, il y a souci là. Ils sautaient tout dès le premier tour. Enfin voilà, on sentait qu'en fait aux États-Unis c'était une culture quoi. Les mecs ils se posaient pas de questions. Et puis voilà, il a fallu. J'ai été mis vachement en confiance. Hein. C'est là où un entraîneur aujourd'hui c'est important. Il t'apporte pas que de la technique, il t'apporte beaucoup de confiance. Et il a su me mettre en confiance pour la soirée. Et puis première manche qualif, j'avais fait une chute mais j'étais 7ème. La course de repêchage, je fais 2ème et en finale je dois faire 16ème. Mais bon, je vais en finale pour ma première épreuve en championnat US. C'était déjà plutôt positif, surtout les appréhensions que j'avais eues. Mais cette première épreuve, j'en ai pris plein les yeux quoi. Un stade complet de 45 000 personnes, l'hymne national là-bas où tu as tout le monde qui ont la main sur le cœur. C'était un autre monde. Ce qui m'avait surtout fait halluciner, c'est que en Grand Prix, tout le monde défend sa place, mais ça se rentre pas forcément dedans, ça reste quand même gentil. Aux États-Unis, je me souviens, ça se coupait en deux dans tous les sens, et même dès les essais. Et en fait, c'est des crèves de faim, quoi. Ils sont sur la moto, même quand tu bagarres pour la 16e place, les mecs, ils jouent leur vie. Et c'est ça qui me manquait, en fait. Et aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'essaye de faire prendre conscience aux pilotes, c'est on défend sa place, quoi. Aux États-Unis, ils ont raison. Ils travaillent dur la semaine pour défendre leur place. Le jour des courses, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de copains. Et je trouve que des fois, moi en tout cas, j'étais trop gentil dans ma carrière tout le temps. Mais en fait, ça m'a fait prendre conscience que non, là, à un moment donné, faut se battre. Et s'il faut venir serrer un mec, il faut y aller, il ne faut pas avoir de scrupules. C'est ça le motocross, c'est un ring de boxe. Et aux États-Unis, ils l'ont bien compris.
On arrive à la deuxième épreuve à Phoenix, championnat Ama Supercross. Je vais pas parler de toutes les courses que j'ai eues, parce qu'après ça va faire beaucoup, évidemment. Mais je vais parler de celle-ci, parce qu'elle est anecdotique quand même. Et à un moment donné, celle-ci, elle m'a marqué. Alors, elle m'a marqué, vous allez dire, il va parler de sa meilleure course. Ben non, c'est ma plus mauvaise. Mais je vous en parle parce que j'avais pris un peu de confiance et il m'est arrivé pas mal de petites choses. Notamment la première manche qualif, je pars deuxième. Et là, je dis, allez maintenant, j'essaye de suivre le rythme. J'étais bien et j'arrive dans les hoops. Je vois rentrer, je crois que c'était Anderson qui était devant. Je le vois rentrer là-dedans, je dis, allez. Vas-y, tu suis, de toute façon, ça va passer. S'ils y arrivent, ça va passer. Sauf que c'est pas passé. J'ai dû louper 3-4 whoops. La roue avant est rentrée dedans. Je m'en suis mis une bonne. Donc, passage par les repêchages. Et en repêchage, dès le premier virage, donc je pars pas bien. Ça s'accroche, machin, des grosses chutes. Je fais, waouh, là, reconcentre-toi. Là, c'est ta seule chance. Les mecs, ils jouent leur vie. Donc, faut pas faire n'importe quoi et essaye de rouler propre. Et je me souviens, je roule propre, j'étais 7-8, je remonte, et ils en prennent 4. Donc je devais être 5ème. Il fallait que je passe le mec de devant pour être qualifié, donc je savais que j'avais pas trop le choix, il fallait quand même tout donner. On arrive dans l'avant-dernier tour, et là on arrive sur un enchaînement un peu compliqué, ça faisait un double et un gros triple. Et au dernier moment, le pilote devant moi saute pas, et moi j'étais lancé. Et là en l'air, je me dis, ça va être la catastrophe. Parce que le mec n'avait pas sauté, moi j'étais en l'air au-dessus de lui. Hein. Et puis dans mon malheur, ça s'est quand même pas mal sorti, enfin pas mal goupillé. Donc j'ai fait une grosse chute, hein, évidemment, lui aussi. D'ailleurs dans le malheur, il se casse la main. Moi je tombe, ça aurait pu être dramatique, mais je tombe plutôt bien, je glisse. Je fais même tomber un commissaire pour l'anecdote. Et pas de blessure, mais par contre je loupe la manche. Et bon voilà, le week-end se termine à Phoenix et je me souviens à l'époque, mon entraîneur me dit Valentin, il me dit quand on veut doubler quelqu'un, on se décale. En supercross, on peut pas être derrière comme ça et essayer de doubler sur un enchaînement, on se décale tout le temps, jamais rester sur la trace. Et en final, cette chute, elle m'a beaucoup appris qu'en supercross, en fait, il fallait surtout toujours décaler dans les enchaînements. Alors si par exemple le pilote se loupait, et puis surtout pour essayer de doubler, parce que pour doubler en supercross, c'est surtout dans les virages. Donc voilà, cette erreur je l'ai faite une fois, mais je ne l'ai pas faite 2 fois. Le plus gros, mon point négatif le point à améliorer que j'avais en supercross, et je me rendais compte que je perdais 1 à 2 secondes par tour, hein, clairement par tour, c'était les whoops. Et à un moment donné, au bout de la 3-4e épreuve, j'en avais marre de prendre cher, quoi. J'ai dit, avec Jackie, on avait décidé de bosser les whoops. Et il me dit aujourd'hui, entraînement supercross, on fait que les whoops. Donc nous voilà partis sur la piste Kawa, il me dit dans un sens, dans l'autre sens. Il me dit de toute façon c'est simple, aux États-Unis, tu as bien vu, ils mettent des vitesses. Ils mettent la 5 et ça dribble à fond. Donc j'ai dit, écoute, moi j'ai peur de mettre la 5, ça va trop vite, quoi. Il me dit non, il me dit, la moto, il faut que tu te lances, il faut que tu te lâches. C'est de la confiance. Il me dit aujourd'hui, tu as ces suspensions, ça va bien, la moto, ça va bien, il faut que tu te lances. Et ce jour-là, on a bossé les hoops. On a fait, franchement, au moins une centaine de passages dans les hoops. Je me souviens, j'avais les épaules, c'était en feu, clairement en feu. Et au fur et à mesure, et c'est là où on se rend compte quand même que c'est le travail qui fait les choses. Hein. On est tous humains, on a tous 2 jambes, tous 2 bras, et qu'en fait, c'est le travail. Et au fur et à mesure que je passais dans ces hoops, au fur et à mesure, je prenais de la confiance et ça passait bien. Et puis, voilà, on arrive à la dernière épreuve du championnat et ça a été ma meilleure course puisque je fais un top 10 au chrono. Et puis je dois faire 11e de la finale. Alors ça vous parle peut-être pas, mais vu le niveau qu'il y avait et vu le peu de confiance que j'avais au début, finir sur cette bonne note était pour moi comme une victoire. Et j'étais super satisfait de cette première année de championnat Ama Supercross qui pour moi me faisait rêver et qui pour moi m'a surtout beaucoup appris en expérience en tant que pilote et surtout en Supercross. Et donc je dis que c'est la finale, mais San Diego n'était pas la finale en fait, c'est que c'était ma dernière course que j'ai faite en championnat Ama Supercross. Alors je pensais pas que ça allait être la dernière à ce moment-là, parce qu'on devait rentrer en France, il y avait une coupure d'1 mois et demi pour commencer le championnat de France Elite, et après repartir aux États-Unis. Et pour l'anecdote de San Diego, à un moment donné, il y a une fille qui arrive, elle me dit alors il m'appelait pas Valentin, c'était Valentine. Alors je le dis pas avec l'accent anglais parce que vous allez vous foutre de ma gueule je pense. Mais elle arrive avec une chaussure.
Il me dit ah, sign my shoes. Ouais, je dis mais moi mais moi je suis pas Anderson à ce moment-là, j'étais pas Cole CD ou autre quoi. Je dis pourquoi je vais signer un autographe. Si la fille me dit ah le Frenchie machin et tout, je veux une signature. Et voilà, c'était pour la c'était plutôt cool. J'avais signé une chaussure aux États-Unis. La fille elle avait enlevé la chaussure, j'avais signé. Bon, j'étais un peu gêné, je me souviens à ce moment-là parce que je comprenais pas pourquoi. Mais bon. Et puis finalement, donc comme je dis, je suis rentré en France. On a fait le championnat de France élite. En MXE1, sur les essais chrono, Valentin Tellier et Nico Aubin pointent en tête, mais attention aux locaux. Je veux bien sûr parler de Sébastien Pourcel, Fabien Isoard ou encore Greg Aranda. C'est parti. J'arrive, je gagne Sommières, première épreuve de l'élite, et je me retrouve en tête du championnat de France 450. Donc en fait, ensuite le championnat de France 450, je l'ai continué. Et au final, je ne suis pas rentré aux États-Unis finir le championnat parce qu'on a décidé de continuer le championnat de France élite parce que je voulais le continuer et je voulais essayer d'avoir ce titre de champion de France. On est ensoleillé, le motoclub a vraiment bien travaillé sur la piste et on s'est régalé toute la journée. Bon, début en 4,50, on dit quoi alors? Ça s'est bien passé? Bah ouais, première vraie course en 4,50, c'était pas mal. Ce championnat de France se passait bien. Je me suis rendu compte que le Supercross m'avait donné un rythme de dingue, de la confiance. Et on arrive, donc c'était après la deuxième épreuve du championnat de France élite, on devait faire une séance vidéo pour Bud Racing. Et puis donc il y avait une série de whoops avec des suspensions motocross forcément à ce moment-là. Et il y avait une personne qui filmait, qui avait pris un drone. Et je me lance, donc je fais la série de whoops. J'en avais bouffé des whoops tout l'hiver évidemment. Et là, le gars me dit écoute Valentin, est-ce que tu peux repasser dans les whoops? J'ai loupé la séquence. Et c'est vrai que j'avais le pneu qui était pas mal usé. Je dis ouais, mais par contre je referai qu'un passage parce que je me sens pas à l'aise, j'étais pas en confiance. La moto glissait quoi. Et là je repars faire les whoops. Il reloupe la séquence. Je dis ouais, mais là je suis pas chaud pour y aller. Et puis des fois c'est là en tant que pilote, je me suis pas assez écouté. L'instinct me disait ne pas y aller. Et pour la vidéo, je voulais quand même faire un beau passage. Mine de rien, il me disait mais un dernier puis c'est bon. Et je me relance. Et là, la moto part de travers. Grosse chute. Et dans mon malheur, je me casse le bassin. Et donc, ma saison de motocross 2014 est repartie dans un gros travers, un gros coup dur avec une fracture du bassin. Et là, celle-ci, elle a été aussi difficile à digérer parce que j'avais repris de la confiance. Tout le passé des blessures était derrière. Et là, je me retrouve sur un lit d'hôpital, alité et dans des conditions pas faciles puisque forcément, tu fais tout allongé. Donc la toilette et les autres détails que je vais passer, mais je peux vous dire que celle-ci, elle n'était pas facile à digérer non plus. Quand tu as une vingtaine d'années et que du coup tu étais en pleine confiance, tu avais relancé ta carrière. Mon plus mauvais souvenir, il y en a eu plusieurs, puisque toutes les blessures de Valentin sont des mauvais souvenirs pour une maman. Mais je pense aussi c'est une grosse chute en Espagne qu'il a fait, où il a fallu qu'il soit alité à la maison plusieurs semaines, fracture bassin, et il a fallu un lit médicalisé, beaucoup de soins à côté. Il a énormément souffert, ça faisait beaucoup de mal. Pour terminer cette année 2014, j'ai eu des moments sympas. J'ai eu l'opportunité, en fait, Gauthier Paulin s'était blessé. J'ai eu l'opportunité de rouler pour le team Kawasaki KRT et faire 2 épreuves pour eux, notamment une épreuve qui s'était bien passée, où j'avais fait la moitié de la manche dans le top 3 à Tuchental, en bagarre avec des mecs comme Keroli qui étaient des pilotes qui gagnaient à ce moment-là. Et j'avais fait 9e d'une manche. Et l'autre aussi, petit moment sympa, c'est que l'expérience que j'avais eue aux États-Unis en Supercross m'avait permis aussi de bien rouler en championnat de France Supercross 450 pour ma première année, où j'avais la transition Kawasaki Bud Racing. J'avais arrêté mon contrat pour partir chez le team Honda en France, et j'avais fait vice-champion de France Supercross. Et le plaisir que je prenais en Supercross était bien affirmé en France en Supercross.
Donc comme je l'ai dit, j'avais changé de team, changé de moto. Donc changer d'environnement aussi, parce que j'habitais du coup chez le team Mode Racing à Osgore, et là j'étais revenu un petit peu plus autonome. J'étais revenu en Vendée, dans mon petit cocon familial. Et puis c'est la première fois de ma vie où je me suis vraiment posé, où j'ai acheté ma maison. Donc je l'avais acheté vers les Sables d'Olonne, ma petite région natale. Et où j'ai eu une vie un peu plus, moins de voyage, un peu plus posée, qui m'a fait beaucoup de bien, parce que je sentais que j'en avais besoin aussi. J'arrivais à un âge où j'habitais là, j'habitais ci, là, machin, mais j'avais besoin de me sentir bien où j'étais, et construire quelque chose. Donc voilà, 2015, on va parler d'un souvenir que j'ai, qui était fun quand même, parce que, enfin fun, que je veux vous partager, quoi qu'il en soit. On arrive à la première épreuve de l'année. La Honda, c'était une moto, je me sentais quand même bien, faut l'avouer. C'était une moto facile à piloter, c'était pas la plus puissante, mais facile à piloter. Puis au vu de mon gabarit, des fois la puissance ne font pas qu'on va très vite. Des fois la maniabilité et la puissance bien répartie est importante aussi. Des fois on veut des motos qui marchent. J'explique toujours à mes pilotes, il faut surtout des motos qui soient faciles à piloter, qui ont de la force. Et c'était le cas. Et on arrive à quelques jours de la première épreuve. On voulait peaufiner des tests suspension. Le circuit c'était Berneuil. Et donc je pars sur la piste. Et là il y avait une table, et avec une autre table derrière. Et je m'arrête près de mon mécanicien. Alors c'était un saut qui avait déjà été fait par un pilote. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai un pilote dans le team qui s'appelle Tim Lopez. Dans le team, c'est un jeune pilote. C'était son papa qui l'avait fait déjà. Et puis donc je savais dans ma tête que ça sautait. Hein. Et mon mécanicien, je lui dis, écoute, avant de faire les tests, est-ce que tu peux prendre mon téléphone? Je voudrais que tu me filmes. Alors évidemment, je lui dis pas, parce que je me doute bien que mon mécanicien à ce moment-là, je lui ai dit, je vais sauter le saut. Il m'a dit, mais attends, t'es un malade, avant 2-3 jours avant l'épreuve, tu le fais pas. Et je lui dis, j'y filme bien, s'il te plaît, tu filmes là-bas. Et j'insiste, hein, tu filmes bien. Il dit, ouais, si tu veux. Il se doute de rien. Et là, j'arrive en haut, donc je repars. Et dans ma tête, je me dis, je suis capable, je veux le faire ce saut. J'avais envie de le faire, je le prenais comme un défi. J'étais un peu taré à l'époque, hein, faut quand même l'avouer. Et puis j'arrive, je fais extérieur, et là ça faisait une descente, et ça faisait un appel, mais franchement un appel raide, et pas haut. Et le saut, il faisait 48 mètres. J'arrive à fond, hop, et là je mets la 4, la 5, grosse impulsion. Et voilà, le saut que vous voyez là à l'image, et ben c'était un gros saut, le plus gros saut que j'ai fait de ma carrière. Et je me souviens, les secondes étaient longues en l'air. Hein. Donc je m'arrête et tout, et je vois mon mécanicien qui me fait ça, il me fait, mais t'es un malade et t'es un taré et tout. Donc je m'arrête et tout, et moi je lui dis, t'as la vidéo? Il me dit, ouais, j'ai la vidéo, mais putain, mais il me dit, t'es con quoi, on arrive à la première épreuve de l'année, tu fais ça, mais t'es complètement taré. Bon voilà, c'est la petite anecdote, je l'ai pas refait derrière, mais j'étais tellement fier d'avoir fait ce saut que voilà, j'étais content aussi de l'avoir en vidéo, et puis que je peux vous la faire partager là maintenant. Du championnat en MX1 l'année dernière, Valentin Tellier est présent à Saint-Jean-d'Angély. Nouvelle moto cette année, nouvelle équipe, pas mal de changements par rapport à l'année dernière. Des changements, oui, c'est vrai, puisque j'étais Kawasaki, maintenant je suis passé Honda. Et je suis vraiment satisfait de cette moto. C'est une moto qui me convient, parce que compte tenu de mon gabarit et de mon poids, c'est une moto facile à piloter, donc voilà, c'est cool. Maintenant, comme je dis, on a un objectif qui est quand même le championnat de France élite et le titre, donc on va tout faire pour l'avoir. La pole à l'Inter. Cette première épreuve de l'année, je l'ai gagnée, et je vous la partage aussi parce que je me suis retrouvé, il pleuvait, c'était à Saint-Jean-d'Angély, je me suis retrouvé à 4 tours de la fin, 3e, à 15 secondes de la première place. Première place qui était, je crois que c'était Xavier Bock qui était premier, 2e Aubin. Et en fait, je me souviens, je m'énervais en fait. J'arrivais pas à rouler, je voulais gagner quoi, et j'arrivais pas à rouler du tout. Et puis, j'en parle de cette course parce que ça a été un déclic aussi pour moi. J'ai pris de la maturité dans cette manche qui m'a servi pour la suite. Parce qu'à chaque fois, on me disait, Valentin, pose ton pilotage. Arrête de t'énerver parce que quand tu t'énerves, tu fais n'importe quoi sur la moto, pose ton pilotage. Et j'ai changé mes trajectoires, j'ai posé mon pilotage. Et en 4 tours, j'ai réussi à remonter et gagner la manche. Je vous en parle pas pour qu'on dise ah putain ouais d'avoir putain impressionnant. C'est pas pour ça. C'est juste pour vous faire prendre conscience qu'en fait dans ce sport
l'énervement, la précipitation et tout font l'effet inverse. Et en fait, la maturité, c'est aussi à un moment donné être capable de changer de trajectoire quand on n'arrive pas à trouver de solution et poser son pilotage pour trouver du rythme, trouver du tempo. Et c'est ce qui m'avait permis de gagner cette manche ce jour-là. Voilà pourquoi aussi je la partage pour tous les jeunes qui regardent cette vidéo, qui des fois, quand ils s'énervent, font n'importe quoi, peuvent aussi aller à une chute par exemple, ou une blessure. Et ben non, des fois, il faut savoir aussi prendre du recul, souffler et essayer de chercher des solutions sur la piste plutôt qu'essayer de vouloir en faire trop et faire n'importe quoi. 2015 à 2018, mon plus grand adversaire à ce moment-là, c'était Xavier Bogue. Xavier Bogue qui est un pote aujourd'hui, mais c'était un rival, un adversaire de taille parce qu'il lâchait rien et c'était un teigneux quoi, clairement. Et on s'est battu, on s'est fait des manches de fou ensemble. Et là, cette année 2015, c'était soit lui, soit moi. Donc il se retrouvait en tête du championnat. Moi j'étais à 2-3 points de lui, c'était très serré. On arrive à un cross inter. Alors moi je venais de gagner le motocross de Romagné à ce moment-là, donc je m'étais bien rapproché de lui au championnat. Et le lendemain c'était Thomer-Lassogne, un cross inter comme je le disais là. Et ce cross inter, il s'est pas bien passé. Il s'est pas bien passé parce qu'on se réveille le matin et mon mécanicien avait les motos dans le camion. Et il m'appelle, il me dit écoute Valentin, il me dit j'espère que tu as bien dormi, mais à mon avis tu vas pas rouler aujourd'hui. Il me dit on s'est fait voler les motos cette nuit sur le parking. Et ta moto, et en plus à ce moment-là, le team que j'avais m'avait pris des suspensions semi-usine qui leur avaient coûté un bras. Et ils n'avaient qu'un jeu, ils se les avaient fait voler. Et donc le matin, mon mécano, du coup, je le vois, il me dit t'es un peu dépité, le team manager aussi. Il me dit écoute Valentin, t'as deux choix, soit tu roules avec ta moto d'entraînement, soit tu roules pas, mais voilà, nous, là, je te cache pas qu'on n'a pas la tête à que tu roules. Et puis, encore une fois, j'aurais dû m'écouter. Mais avec le recul, les si, les machins, voilà, on refait le monde. Hein, mais je me suis dit, je suis là, si je vais prendre un moto d'entraînement avec les suspensions d'origine et je vais rouler. Premier essai, dans le malheur, un pilote devant moi a fait une chute, hein, comme ça peut arriver comme ça peut arriver. Et derrière un saut, et je lui ai sauté sur la moto, je suis tombé, et je me suis cassé le poignet, cassé le scaphoïde. Et voilà, donc là, une journée noire, quoi. Clairement, je me fais voler les motos, je me casse le scaphoïde. Il ne pouvait rien m'arriver de pire, je crois. Et au final, pour continuer un petit peu dans ce truc, bon, les motos, elles n'ont jamais été retrouvées, évidemment. Mais pour continuer un peu le truc, j'étais inconscient, hein, inconscient et un peu stupide, parce que je voulais pas perdre mon championnat. J'ai continué de rouler, j'avais une attelle à la main. Et cette blessure, je l'ai traînée. En soi, elle était pas très douloureuse, hein. Je roulais avec de la douleur, mais je pouvais rouler, parce que le scaphoïde, ça fait pas hyper mal. Mais par contre, voilà, je l'ai traîné jusqu'à la fin de saison. J'ai mon poignet qui me fait mal, hein, parce que bon, c'est quand même récent, et il reste encore 2 manches, va falloir serrer les dents. On arrive à la dernière épreuve du championnat. Xavier et moi, on était séparés de 3-4 points. Finalement, c'est lui qui a été champion, moi je fais deuxième. Mais avec le recul, et moi le premier, quand mes pilotes ont une blessure, je leur dis remettez-vous bien. Parce que rouler avec une blessure, en fait, mentalement, on y pense. Et c'est là où on peut se refaire mal. Et le motocross, c'est un sport qu'on doit faire à 100%. C'est pour ça que je m'adresse aux jeunes aujourd'hui. Je parle cette vidéo de 737 Stories, c'est aussi pour faire prendre conscience que c'est pas parce que je vous raconte quelque chose qu'il faut faire la même chose. Je vous le partage, mais par contre, voilà, à un moment donné, le motocross, c'est un sport qui doit être fait à 100%. Et quand on a une blessure, prenez le temps de vous remettre pour être à 100% et performer. Parce que oui, je serais passé à côté de mon championnat, mais cette blessure, je l'aurais certainement moins traînée en tout cas. En 2016, j'étais toujours dans le même team Honda SR. Et là, je m'étais préparé plutôt bien, hein, mine de rien. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a le Supercross qui se termine tard, qui se terminait au mois de décembre. Et ensuite, il y avait la préparation qui commençait plus tard pour le motocross. Et là, j'avais entendu parler du Supercross de Dortmund, qui était un Supercross où il y avait des Américains qui venaient rouler. Et surtout, la particularité de ce Supercross, c'était qu'il y avait une voiture à gagner. Et j'avais demandé l'accord au team à ce moment-là si je pouvais la faire. Le problème c'est que cette course était vers mi-janvier, donc ça faisait vraiment prendre du retard dans la saison motocross, dans la préparation. Mais il avait accepté et donc me voilà parti au Supercross de Dortmund.
Bon là c'est pareil, hein, j'y allais, j'avais jamais fait le Supercross en Allemagne. On m'avait dit que c'était chaud, que ça fait des ornières, il y avait des ballots de paille un peu bizarres à chaque fois partout là-bas autour de la piste. Voilà, qu'il fallait rester vigilant. Et donc je pars au Supercross de Dortmund, la piste 25 secondes au tour, hyper raide. Je me suis dit mais c'est qui a fait la piste là? C'était vraiment chaud quoi. Première soirée, je tombe au départ de la finale. Je dois remonter 7ème. Et voilà, je me rends compte en fait dès le premier soir que finalement gagner la voiture ça allait être compliqué. Et puis le lendemain, contre toute attente, je gagne la finale. Je gagne la finale et mes adversaires directs qui étaient, je ne sais même plus qui c'était les Américains à ce moment-là, je crois qu'il me semble il y avait Bowers, il y avait un pilote que j'ai pris d'ailleurs l'année dernière pour le Supercross de Paris, c'est Starling qui roulait aussi, il y en avait d'autres avec les pilotes français aussi, et je me replace pour le titre de King of Dortmund, puisque malgré ma première soirée ratée et que je gagne la deuxième, j'étais 3ème et à 2 points de pouvoir éventuellement espérer gagner cette fameuse voiture du Supercross de Dortmund. Et le lendemain je gagne aussi. Et l'anecdote, voilà, c'est ça, c'est que je gagne la voiture. Alors, j'étais un peu dégoûté parce que quelques années avant, c'était une Audi TT que les pilotes gagnaient. Là, c'était une Suzuki Swift. Mais bon, ceci dit, j'allais pas faire le difficile. Je venais de gagner une voiture. Et puis, forcément, c'est la première fois. En fait, ce que je gagnais en argent dans l'année presque, je venais de le gagner en un week-end. Je peux vous dire que voilà, là tu dis j'ai pris des risques ce week-end, mais tu sais pourquoi tu les prends. Ensuite, voilà, me voilà parti pour la saison de motocross. Saison de motocross, j'étais bien, mais j'avais des concurrents de taille. Toujours Xavier Bog, hein, Xavier qui on se battait toujours ensemble. Et il y avait Grégoire Honda qui s'était bien relancé, qui s'était bien entraîné cette année-là et qui mettait vraiment du gaz en motocross. Et donc on a fait toute la saison ensemble, un coup Grégory Honda, un coup Xavier Bog, un coup moi, et on se partageait un peu les victoires. On arrive à la dernière épreuve de la saison à Ifandik. On était séparés de 5 points, les 3 premiers, donc autant vous dire que c'était une finale de haute tension. C'est la finale et ça a été un championnat assez relevé cette année et très serré, donc un petit peu de stress. Après, malgré tout, je pense pas trop au championnat. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. J'étais 3ème du championnat, j'avais rien à perdre. En fait, eux, ils avaient plus à perdre qu'à gagner parce qu'ils étaient premier et deuxième, et moi, j'avais rien à perdre. Donc j'ai tout donné. Et je me retrouve même à un moment donné premier devant certains pilotes de Grand Prix de cette manche. Je me retrouve vers la fin de manche 3ème, je m'étais fait doubler, mais j'étais devant mes concurrents directs. Donc c'était très positif pour le championnat puisque j'allais reprendre des points. Et je casse la roue dans le dernier tour de cette première manche. J'abandonne la manche. Là, c'était pas un coup dur de blessure, c'était un coup dur moral de me dire qu'on faisait un sport mécanique, qu'en fait, il n'y avait pas que le paramètre blessure qui rentrait en compte, mais il y avait aussi le paramètre mécanique. Et ce pourquoi pas potentiel titre qui me tenait venait de s'envoler. J'en profite pour vous parler du 737 Ride Day, une journée de partage, de roulage avec l'ensemble des pilotes du team. Un barbecue sera là l'après-midi, des jeux, des conseils que je pourrai vous donner tout au long de la journée. Et surtout, une partie des bénéfices ira pour l'association Les Ailes de Joe. Donc voilà, mélangez plaisir pour une bonne cause. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux. Attention, les places sont limitées et je vous dis à très vite. Ça sera le samedi 27 mai.